en 2 parties consacrées aux capteurs automobiles. Les informations de base sur les capteurs sont traitées dans cette première partie. Voulez-vous commencer au début? Désirez-vous une introduction à l'utilisation? Ce chapitre commence par vous présenter la fonction assurée par les capteurs dans les véhicules automobiles en s'appuyant sur l'exemple du système de sécurité préventive PreSafe. Un autre exemple est utilisé ensuite pour vous expliquer le fonctionnement type des capteurs. Les êtres vivants, par exemple les chats, perçoivent leur environnement et leur propre comportement à l'aide de leurs organes sensoriels et peuvent ainsi réagir de manière appropriée en toutes circonstances. Dans un véhicule automobile, cette fonction est assurée par des capteurs. Ils perçoivent l'environnement et les états de marche du véhicule sur le modèle des organes sensoriels. Les informations recueillies permettent au calculateur de déterminer l'action appropriée. Le système de sécurité préventive PreSafe illustre les interactions complexes entre les capteurs. Il utilise les données du véhicule et active de manière préventive les systèmes de protection embarqués en cas de danger. Ainsi, les sièges confort et les systèmes de retenue peuvent optimiser la position d'assise des occupants. Ces mesures sont permises par le multiplexage des systèmes de sécurité active et passive. Le véhicule est ainsi capable de mieux évaluer des situations complexes. Quelle est la fonction essentielle des capteurs? Pour répondre à cette question, regardez donc l'exemple suivant. Un capteur de température mesure la température du liquide de refroidissement. Il se compose d'une résistance sensible à la température traversée par un courant électrique. En cas de variation de la température du liquide de refroidissement, la valeur de la résistance du capteur varie en conséquence. Cette modification permet au système d'évaluation électronique inclus dans le calculateur de déterminer la température du liquide de refroidissement. L'information s'affiche sur le combiné d'instruments et peut déclencher, par exemple, l'intervention de la gestion de la ventilation. Vous avez sans doute compris la fonction essentielle des capteurs à l'aide de l'exemple présenté sur la page précédente. Cette fonction est de convertir une grandeur physique ou chimique mesurée en signaux électriques. Revoyons ensemble le contenu de ce chapitre. L'exemple du système de sécurité préventive PreSafe vous a montré l'importance vitale du rôle joué par les capteurs dans un véhicule automobile. L'exemple du capteur de température du liquide de refroidissement vous a ensuite permis de comprendre le principe de fonctionnement des capteurs. Leur fonction consiste à mesurer des grandeurs physiques ou chimiques et à les convertir en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite transmis à un système d'évaluation électronique. Le présent chapitre traite des différents domaines d'application des capteurs automobiles. Après une vue d'ensemble générale, vous découvrirez plusieurs capteurs types utilisés dans les domaines suivants: sécurité, environnement, fonctionnement du véhicule et confort. Les véhicules modernes sont équipés d'une armada de capteurs. Ceux-ci sont indispensables au bon fonctionnement de nombreuses fonctions de commande et de régulation, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'environnement, du fonctionnement du véhicule et du confort. Dans les pages suivantes, vous aurez la possibilité de vous familiariser
avec différents capteurs utilisés dans des domaines d'application variés. La sécurité et la protection des occupants d'un véhicule sont une préoccupation primordiale. Dans ce contexte, le rôle des capteurs est essentiel. Regardez donc cet exemple pour une voiture particulière. Un automobiliste se promène en voiture. Pendant le trajet, le pneu arrière gauche se dégonfle progressivement car il a perdu son étanchéité à un endroit. Les capteurs de roue montés dans les jantes mesurent la pression d'air et la température et transmettent ces données à intervalles réguliers par radio. Le calculateur du système de contrôle de la pression des pneus reçoit les données par l'intermédiaire de l'antenne de roue. Si la pression baisse brutalement ou qu'elle est inférieure de 0,4 bar à la valeur de consigne, un message d'alerte s'affiche sur le visuel multifonction du combiné d'instruments. Imaginons que le conducteur ignore cet avertissement affiché sur son combiné d'instruments et poursuive sa route. Quelques instants plus tard, il a pris de la vitesse et s'apprête à aborder un virage. Le conducteur enfonce trop tard la pédale de frein et la tenue de route de la voiture est menacée. Les différents capteurs de la régulation du comportement dynamique ESP transmettent leurs mesures au calculateur qui reconnaît immédiatement le danger. Quelques impulsions de freinage ciblées permettent à la voiture de retrouver toute son adhérence. Que se passe-t-il en revanche si la situation est telle que l'accident est inévitable? Dans une telle situation, d'autres capteurs entrent en jeu, comme les capteurs d'accélération frontale. Ceux-ci mesurent la décélération de la voiture et déclenchent les différents systèmes de protection des occupants en fonction de la gravité de la collision. Il s'agit par exemple des rétracteurs de ceinture à plusieurs seuils de déclenchement, et des airbags dont les seuils d'allumage sont également multiples. Les capteurs sont également utilisés dans le domaine de la sécurité pour protéger le véhicule contre le vol. Le capteur d'inclinaison du système d'alarme anti-vol et anti-effraction mesure par exemple la position dans laquelle le véhicule a été garé. Cette mesure est enregistrée par le calculateur. Le capteur d'inclinaison détecte toute modification de cette position et le calculateur déclenche l'alarme. Autre domaine d'application des capteurs dans un véhicule, la protection de l'environnement contre les émissions excessives du moteur. Pour ce faire, des capteurs sont notamment placés dans le conduit d'échappement pour analyser la composition des gaz d'échappement. Ainsi, sur le système d'échappement d'un moteur essence à injection directe, 2 sondes O2 sont disposées respectivement en amont et en aval du catalyseur 3 voies et un capteur NOx est monté en aval du catalyseur de stockage des oxydes d'azote pour analyser la composition des gaz d'échappement. Les mesures relevées influencent la gestion moteur afin de réduire l'émission de gaz d'échappement toxiques. Les capteurs sont indispensables au fonctionnement des véhicules modernes. Le capteur de position du vilebrequin et le capteur Hall de l'arbre à cames fournissent par exemple des informations sur la succession des cycles de fonctionnement du moteur. En l'absence de ces deux capteurs et d'autres capteurs, toute gestion optimale du moteur serait impossible. Les capteurs ont pour autre fonction essentielle de surveiller le fonctionnement du véhicule et de l'adapter aux conditions de service mesurées. Ainsi, le capteur de pression de l'air de suralimentation mesure la pression réelle à l'intérieur du distributeur d'air de suralimentation. Ces données influent notamment sur la régulation de l'air de suralimentation et sur le réglage du débit d'injection dans le moteur. De nombreux systèmes confort seraient irréalisables sans les capteurs. Exemple, les différents capteurs de température utilisés pour piloter le climatiseur. Ces capteurs mesurent notamment la température de l'air extérieur, la température au niveau de l'évaporateur, de l'échangeur thermique et dans l'habitacle du véhicule.
La régulation confortable du climatiseur serait impossible si ces capteurs ne livraient pas ces relevés de température. Ce tableau présente quelques capteurs et leurs fonctions. Cliquez Glisser les fonctions au bon endroit pour compléter le tableau. Lorsque vous avez classé toutes les fonctions, confirmez avec OK. Votre classement est juste. Revoyons ensemble le contenu de ce chapitre. Les capteurs sont indispensables aux fonctions de commande et de régulation des différents systèmes embarqués. Ils sont utilisés dans pratiquement tous les domaines d'application d'un véhicule automobile comme la sécurité, l'environnement, le fonctionnement et le confort. Ce chapitre vous permettra de découvrir les différents types de capteurs. On distingue les types suivants qui sont définis selon la structure du capteur et ses composants. Contacteur, capteur passif, capteur actif, capteur intelligent et capteur complexe. Les pages suivantes présentent les différences entre les types de capteurs. Les contacteurs font partie des capteurs les plus simples. Ils réagissent à des conditions extérieures et fournissent des informations de type tout ou rien uniquement. Les contacteurs de fin de course du toit escamotable en sont un exemple. Ils mesurent la position du toit pendant le processus d'ouverture ou de fermeture. Regardez par exemple le contacteur placé sur la charnière du couvercle de coffre. Pour tester son fonctionnement, cliquez sur le couvercle de coffre. Dès que le contacteur est fermé, le calculateur reçoit un signal de masse qui lui permet de savoir que le couvercle du coffre est ouvert en grand. Les capteurs passifs modifient l'une de leurs grandeurs électriques sous l'influence d'une grandeur mesurée externe. C'est le cas par exemple des capteurs de température à résistance NTC. L'application d'une tension de contrôle crée un courant qui traverse la résistance NTC. La valeur de la résistance varie sous l'influence de la température et modifie le courant mesuré. Le calculateur perçoit cette variation et réagit en conséquence. Les résistances NTC servent à mesurer la température, par exemple de l'air extérieur, de l'air de suralimentation, du liquide de refroidissement, de l'huile moteur ou encore du carburant. Cette petite simulation vous permettra de voir vous-même ce qui se passe lorsque la température augmente. Cliquez sur les différents réglages de puissance du sèche-cheveux qui symbolisent ici la température et surveillez l'aiguille de l'ampèremètre. La mesure du courant alimentant le calculateur augmente proportionnellement à l'élévation de la température. Dès que la température dépasse un seuil défini, le calculateur réagit en déclenchant une intervention adaptée. À côté des capteurs passifs, on trouve le groupe des capteurs actifs. Ils se reconnaissent au fait qu'ils disposent, en plus des liaisons d'acheminement des signaux vers le calculateur, de liaisons supplémentaires d'alimentation en tension. La plupart des capteurs actifs reposent sur le principe de l'effet Hall. Citons par exemple le capteur Hall de l'arbre à cames ou le capteur de position de la pédale d'accélérateur.
Les capteurs intelligents intègrent un système d'évaluation électronique autonome qui reçoit et traite les signaux collectés de façon à représenter la véritable grandeur mesurée sans erreur possible. Le débitmètre d'air massique à film chaud, par exemple, ressort de ce type de capteur. Il détermine la masse d'air aspirée par le moteur en se basant sur le refroidissement d'un élément capteur qui contient une résistance chauffante. Cela n'est toutefois possible que si le système d'évaluation électronique assure également la régulation de l'échauffement et le contrôle de la température de la résistance chauffante intégrée dans l'élément capteur. La tension d'ajustage nécessaire à l'échauffement de la résistance sert au calculateur de grandeur de référence pour la masse d'air admise. Les capteurs complexes sont conçus pour certaines fonctions spécifiques. Ils disposent d'un système d'évaluation électronique autonome, comme les capteurs intelligents. En revanche, ils se composent de plusieurs capteurs qui, ensemble, transmettent au calculateur un résultat cumulant les différentes mesures relevées sous une forme exploitable par lui. Le capteur radar du radar anti-collision est un exemple de capteur complexe. Il englobe en effet 3 modules d'émission et de réception qui mesurent sous différents angles et selon le principe de l'écho, la distance à laquelle se trouve le véhicule qui précède. Le capteur d'huile est lui aussi un système complexe. Il est composé d'un élément de mesure capacitif et d'un capteur de température. Ces deux éléments mesurent le niveau, la qualité et la température de l'huile, et le capteur d'huile peut ainsi fournir au calculateur un bilan complet de l'état de l'huile moteur. Les informations transmises par les capteurs complexes au calculateur sont le plus souvent de type numérique. À quel type de capteur appartient un capteur de pression qui englobe un élément capteur en tant que tel et un système d'évaluation électronique autonome? Cochez la bonne réponse, puis confirmez en cliquant sur OK. Bravo! Dans le cas de ce capteur de pression, il s'agit d'un capteur intelligent. Les mesures sont en effet d'abord traitées par le système d'évaluation électronique autonome du capteur avant d'être transmises au calculateur. Revoyons ensemble le contenu de ce chapitre. Les contacteurs sont les capteurs les plus simples. Ils fournissent uniquement des informations de type tout ou rien. Les capteurs passifs se distinguent par le fait qu'ils modifient l'une de leurs grandeurs électriques sous l'influence d'une des grandeurs mesurées externes. Les capteurs actifs disposent de liaisons spéciales d'alimentation en tension, en plus de la liaison d'acheminement des signaux vers le calculateur. Les capteurs intelligents intègrent un système d'évaluation électronique autonome qui traite les données mesurées avant de les transmettre au calculateur. Les capteurs complexes intègrent eux aussi un système d'évaluation électronique autonome, mais, contrairement aux capteurs de type intelligent, ils consistent en plusieurs capteurs qui, ensemble, transmettent au calculateur un résultat cumulant les différentes mesures relevées sous une forme exploitable. Ce chapitre vous propose une présentation des principales grandeurs physiques mesurées par les capteurs dans les véhicules automobiles. Cela recouvre les capteurs de position qui mesurent à bord du véhicule des informations sur l'angle et sur le déplacement, les capteurs mesurant la force et la pression, les capteurs d'accélération, les capteurs de mesure de la température, les capteurs de luminosité, les capteurs acoustiques, et enfin, les capteurs pour la mesure du niveau et de la composition de substances. De manière générale, seules certaines positions intermédiaires ou de fin de course sont nécessaires pour déterminer une position, c'est-à-dire pour mesurer des informations sur l'angle et le déplacement. Pour ce faire, on utilise notamment des contacteurs à activation mécanique, comme c'est le cas par exemple pour identifier les positions de fin de course de la capote sur un cabriolet. Il existe par ailleurs des contacteurs de proximité, c'est-à-dire sans contact, comme les capteurs RID ou les transpondeurs.
Nous vous proposons de regarder l'exemple d'un contact reed utilisé sur l'indicateur de niveau de carburant d'un camion. Celui-ci se compose d'une carte de circuit imprimée conductrice sur laquelle sont fixés de nombreux contacts reed et résistances par groupe de 2. Dans le tuyau de l'indicateur de niveau de carburant, on trouve en outre un plongeur avec un aimant qui se déplace le long de la carte de circuit imprimée à côté des contacts reed. Les contacts reed sont eux-mêmes composés d'un petit tube de verre rempli de gaz inerte dans lequel sont fondues 2 lames de contact magnétisées. Le contact se ferme dès que le champ magnétique de l'aimant agit sur les lames. Le contact reed activé dépend de la position de l'aimant à l'intérieur du tuyau de l'indicateur de niveau de carburant. Si l'on supprime le champ magnétique, les lames de contact se rouvrent. Essayez vous-même en cliquant sur l'aimant. Selon la position du plongeur, le nombre de résistances traversées par le courant varie. Le calculateur en déduit le niveau de remplissage et l'affiche sur le combiné d'instruments. Des capteurs couvrant toute la zone de mesure sont nécessaires pour déterminer de manière continue une position en millimètres ou en degrés. Les résistances rotatives, également appelées potentiomètres, sont un exemple simple de détermination de déplacement en continu. Elles servent par exemple à déterminer le niveau de carburant présent dans les réservoirs d'une voiture particulière. Un potentiomètre est constitué d'une résistance électrique subdivisée en 2 zones de résistance par l'intermédiaire d'un contact à glissement mobile. Sur le capteur de l'indicateur de niveau de carburant, le contact à glissement est relié au plongeur par un levier. Le niveau du plongeur fait varier la valeur de la résistance sur sa course, valeur qui est enregistrée et évaluée par le calculateur. Essayez vous-même en déplaçant le contact à glissement au niveau du potentiomètre. Les capteurs Hall forment eux aussi un groupe très important lorsqu'il s'agit de déterminer en continu un déplacement et un angle. La mesure de la position de l'accélérateur est un exemple type. Le capteur Hall intègre une fine plaque de semi-conducteur. On lui applique une tension d'alimentation, ce qui produit une circulation de courant. L'application d'un champ magnétique perpendiculairement à la plaque de semi-conducteur a pour effet de chasser les électrons. C'est ce que l'on appelle l'effet Hall. Les liaisons latérales captent la tension de Hall que la force et la direction du champ magnétique font varier. L'enfoncement de la pédale d'accélérateur fait tourner un aimant permanent autour du capteur Hall. Le calculateur détermine la position de l'accélérateur à l'aide de la tension de Hall. Les capteurs Hall sont également utilisés pour déterminer la position d'arbres rotatifs. C'est le cas par exemple sur le capteur Hall de l'arbre à cames. Ce capteur se compose d'un aimant permanent, d'un élément de Hall à semi-conducteur et d'un système d'évaluation électronique autonome avec ses propres raccords électriques. Le champ magnétique dégagé par l'aimant permanent pénètre dans l'élément de Hall et produit ainsi une tension de Hall qui peut être mesurée. Un segment denté fixé à l'arbre à cames mais séparé de celui-ci par un jeu se déplace à côté du capteur. Cliquez maintenant sur l'arbre à cames pour simuler une rotation. Observez bien le signal de tension que le système d'évaluation électronique du capteur transmet au calculateur. Dès que le segment denté coupe le champ magnétique, son intensité de champ change. La tension de Hall varie elle aussi. Le système d'évaluation électronique du capteur amplifie la tension de Hall pour que le signal de la tension d'alimentation passe à 0 et inversement. Grâce à ce signal, la gestion moteur peut distinguer les temps de compression et d'échappement. La synchronisation de la séquence d'allumage et d'injection tient compte du signal du capteur de position du vilebrequin. Des capteurs autres que ceux à effet Hall
permet également de déterminer la rotation d'arbres. Il s'agit par exemple des capteurs inductifs, comme les capteurs de vitesse de rotation des roues ou le capteur de position du vilebrequin. Regardez donc plus attentivement le capteur de position du vilebrequin. Il comprend un aimant permanent, un noyau en fer doux et une bobine fixe. Le capteur est disposé sur le carter moteur et séparé du volant moteur par un jeu. Il peut arriver que le volant moteur soit doté de dents ou, comme dans cet exemple, de rainures régulièrement espacées. La rotation du volant moteur induit un signal de tension oscillant dans la bobine résultant de la modification temporaire du champ magnétique. Cela permet au calculateur d'établir avec précision la position du vilebrequin et de déterminer le régime moteur. Les bobines mobiles et transformateurs différentiels relèvent également des capteurs capables de mesurer en continu une position à bord d'un véhicule. Les capteurs de couloir, de rapport ou de course d'embrayage en font partie. Prenez donc connaissance de l'exemple proposé qui présente un capteur de rapport de type bobine mobile monté dans une boîte de vitesse de camion. Le capteur se compose d'une bobine et d'une tige en fer mobile. La bobine est cadencée par le calculateur. À l'intérieur de la bobine, la tension s'établit et disparaît au rythme de cette cadence. Le principe est le suivant. Le délai entre la tension et le signal augmente proportionnellement à l'élévation de l'inductance dans la bobine. La présence d'un noyau en fer dans la bobine amplifie considérablement l'inductance. C'est cette relation que l'on utilise pour le capteur de rapport. La profondeur à laquelle la tige en fer s'enfonce dans la bobine varie selon le rapport engagé. Plus la tige est enfoncée, plus l'inductance de la bobine est élevée et plus l'établissement de la tension est long. Faites l'essai vous-même en cliquant sur la tige pour la faire monter et descendre dans la bobine. Observez le signal de tension sur le diagramme. À chaque cycle, le calculateur chronomètre le temps nécessaire à la bobine pour établir complètement la tension. Cela lui permet de déterminer la position de la tige en fer dans la bobine et donc le rapport engagé. Enfin, on trouve des capteurs qui déterminent la position du véhicule. Il s'agit notamment des capteurs d'inclinaison. Le capteur d'inclinaison du système d'alarme anti-vol et anti-effraction dissimulé dans le boîtier du calculateur est représentatif de ce type de capteur. Le capteur est composé d'un boîtier fermé rempli d'un fluide non conducteur. Deux armatures métalliques dépassent du liquide. Ensemble, elles forment un condensateur. Le fluide situé entre les plaques élève considérablement la capacité du condensateur. Une modification de l'angle d'inclinaison du véhicule fait varier la profondeur d'immersion et donc la capacité du condensateur. Vous pouvez tester cette fonction. Cliquez sur la flèche à hauteur du véhicule pour simuler un relèvement. La profondeur d'immersion des armatures métalliques dans le fluide varie sous l'effet de l'inclinaison. Le système d'évaluation électronique du capteur enregistre la variation de capacité correspondante, en déduit l'angle d'inclinaison qu'il transmet au calculateur du système d'alarme anti-vol et anti-effraction. Celui-ci déclenche alors l'alarme. Parmi les méthodes de mesure suivantes, lesquelles peut-on utiliser pour mesurer les régimes dans une boîte de vitesse? Cochez les réponses qui vous paraissent justes, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent. Les capteurs Hall ou inductifs sont les plus appropriés pour mesurer les régimes d'une boîte de vitesse. Ces deux types de capteurs fonctionnent sans contact et les mesures qu'ils délivrent restent précises, même lorsque les régimes sont élevés. Plusieurs méthodes de mesure sont utilisées pour mesurer la force et la pression dans un véhicule.
Pour déterminer les forces, on peut par exemple utiliser des résistances qui varient en fonction de la pression exercée, dite capteur FSR. Ce sont ceux qui sont employés pour le système de détection d'occupation du siège. Un capteur FSR réunit 3 composants: une pellicule support avec des électrodes et des rapports électriques, une pellicule d'écartement et enfin une pellicule correspondant à la couche de semi-conducteur FSR. Les tapis de capteurs intégrés dans les sièges contiennent une multitude de capteurs FSR interconnectés qui transmettent leurs mesures à un système d'évaluation électronique. Si le siège est occupé, une pression s'exerce sur la couche FSR et la fait entrer en contact avec les électrodes qui se trouvent en dessous. Faites le test vous-même en déposant les poids l'un après l'autre sur la couche FSR à l'aide de la souris. Suivez en même temps des yeux l'évolution de l'affichage sur l'appareil de mesure de la résistance. La force s'exerçant par le haut agit sur la couche FSR et la fait entrer en contact avec les électrodes. Le nombre d'électrodes concernées augmente proportionnellement à la force qui s'exerce, ce qui diminue la valeur de résistance mesurée au niveau des raccords. Avec ces grandeurs mesurées, le système d'évaluation électronique détermine si le siège est occupé ou non et transmet l'information au système de retenue, par exemple. La déformation des matériaux peut également servir à déterminer les variations de force et de pression. Pour ce faire, on utilise par exemple des jauges extensométriques comme sur le capteur de pression de l'air de suralimentation, le capteur de pression dans la rampe d'injection ou le capteur de pression de freinage sur l'ESP. Observez l'exemple du capteur de pression pour l'air de suralimentation. Ses principaux composants sont un boîtier vide d'air, un socle en verre recouvert d'une membrane de silicium et des raccords électriques. La pression de l'air de suralimentation s'exerce directement sur la membrane du capteur par l'intermédiaire d'un conduit. La déformation de la membrane varie en fonction de l'intensité de la pression. Essayez vous-même en cliquant sur la chambre de pression. La sollicitation mécanique altère la résistance électrique des extensomètres inclus dans la membrane. Grâce à ce signal, la gestion moteur connaît la pression de suralimentation. Voici plusieurs capteurs. Quels sont ceux qui utilisent des extensomètres pour mesurer des forces ? Du point de vue de la physique, une accélération est une modification de la grandeur ou de la direction de la vitesse. Pensez par exemple au capteur d'accélération transversale mis en œuvre dans les véhicules automobiles pour réguler la dynamique de marche. Pour mesurer les accélérations, on observe la déviation d'une masse que produit une accélération par rapport à la force de rappel d'un ressort. Dans notre exemple, le capteur est constitué d'un ressort placé de champ dans le sens de la marche et dont une extrémité est fixe. À l'autre extrémité se trouve un aimant permanent qui fait office de masse mobile. Un élément de Hall comportant son propre système d'évaluation électronique est placé au-dessus de l'aimant. Lorsqu'une accélération transversale au sens de la marche s'exerce sur l'ensemble ressort-masse, l'aimant permanent quitte sa position de repos. Cette réaction fait se déplacer le champ magnétique de l'aimant permanent et crée une tension de Hall dans le capteur Hall. C'est elle qui permet au calculateur de déterminer l'accélération transversale.
Il est également possible de quantifier les accélérations transversales d'un véhicule selon une méthode capacitive. Vous trouverez une description détaillée de cette méthode de mesure dans la 3e partie du didacticiel consacrée au système de régulation du comportement dynamique. Dans le cas d'un véhicule, l'accélération peut être longitudinale ou transversale et contient par ailleurs des mouvements de rotation autour de l'axe vertical. Ce type d'accélération se mesure à l'aide de capteurs de vitesse de rotation, également appelés capteurs de lacet. En général, le fonctionnement de ce type de capteur repose sur un cylindre creux en métal vibratoire sur lequel des cristaux piézoélectriques se font face. Le cylindre creux est monté en position verticale dans le véhicule. Il faut 2 couples de cristaux piézoélectriques opposés pour le faire vibrer. Que se passe-t-il maintenant lorsque des mouvements de rotation se produisent autour de l'axe vertical du véhicule? Cliquez sur le cylindre creux pour observer la réaction. Sous l'effet du mouvement de rotation, le cylindre creux se met à pivoter autour de l'axe vertical en même temps que le véhicule. La zone vibratoire de référence reste cependant la même pendant un certain temps. Les cristaux piézoélectriques qui se trouvaient à l'extérieur de la zone vibratoire avant la rotation se mettent alors à vibrer et transmettent des signaux électriques au système d'évaluation électronique. Le calculateur les utilise comme paramètres pour calculer le mouvement de rotation du véhicule. Le principe de la fourche vibratoire est une méthode alternative pour mesurer une vitesse de rotation. La collision d'un véhicule s'accompagne de fortes accélérations négatives. Les capteurs de collision transmettent ces données au système de retenue, par exemple, ou au calculateur du verrouillage centralisé. Ils contiennent des matériaux piézoélectriques comme le quartz ou la céramique. L'action de force de traction ou de pression sur un matériau doté de propriétés piézoélectriques s'appelle effet piézoélectrique. Les contraintes produisent des variations de la charge électrique dans le réseau cristallin de l'élément piézoélectrique qui sont captées sous forme de tension électrique. Les capteurs de collision disposent de tiges souples composées de 2 couches piézoélectriques de polarité opposée. Comment les tiges souples réagissent-elles lorsqu'une force d'accélération s'exerce? Cliquez sur les tiges pour le découvrir. Sous l'effet de l'accélération, la moitié gauche se dilate. A contrario, la moitié droite se comprime. La tension électrique produite par la flexion alimente des électrodes. Le système d'évaluation électronique de capteurs transmet cette information au calculateur. Quels sont les composants des capteurs d'accélération que nous venons d'étudier? Cliquez sur les composants correspondant à chacun des capteurs, puis confirmez avec OK. Excellent. Pour mesurer l'accélération, le capteur d'accélération transversale se sert d'un ensemble ressort-masse qui produit une tension de Hall dans un élément de Hall à l'aide d'un aimant permanent. Le capteur de lacet consiste en un cylindre creux en métal vibratoire que des cristaux électriques font vibrer. Le capteur de collision utilise des tiges souples réalisées en un matériau piézoélectrique et alimente des électrodes avec la tension électrique résultant d'une accélération. Pour mesurer les températures de l'air et des fluides dans un véhicule, on utilise des matériaux capteurs dont la résistance électrique se modifie sous l'effet de la chaleur. La plupart de ces capteurs sont des résistances NTC.
Il s'agit par exemple du capteur de température du liquide de refroidissement, du capteur de température de l'air de suralimentation et des différents capteurs de température du climatiseur. Prenons l'exemple du capteur de température du liquide de refroidissement. Le capteur se compose d'un matériau semi-conducteur dont le coefficient de température est négatif. Cela signifie que la résistance du capteur diminue parallèlement à l'augmentation de température. C'est pourquoi les résistances NTC sont également appelées thermistances NTC. La diminution de la résistance lorsque la température augmente résulte de l'augmentation du nombre d'électrons qui se détachent des liaisons atomiques. Observez vous-même ce qui se passe si vous faites varier la flamme. Pour ce faire, cliquez sur les boutons de réglage de la flamme et suivez l'évolution de la résistance sur le diagramme. Plus la température augmente, plus les électrons libres disponibles pour le courant électrique sont nombreux, ce qui augmente la conductivité du matériau. Le calculateur détecte la baisse de la valeur de résistance et la convertit en température à la valeur correspondante. Les résistances NTC sont incompatibles avec des températures très élevées car les structures des semi-conducteurs seraient détruites. Dans ce cas, on utilise donc des résistances PTC, c'est-à-dire à coefficient de température positif comme pour mesurer les températures des gaz d'échappement. Les résistances PTC sont réalisées en un alliage de métal spécial dont la valeur de résistance augmente avec la température. On parle aussi de thermistance PTC. Testez la thermistance PTC avec différentes températures et observez l'évolution de la résistance. Veuillez cliquer sur les différents niveaux de température. L'élévation de la résistance résulte de l'augmentation des vibrations thermiques des atomes lorsque la température s'élève. Ces vibrations thermiques empêchent les électrons de circuler. Résultat, la résistance augmente. Le calculateur détecte la hausse de la valeur de résistance et la convertit en température à la valeur correspondante. À quel diagramme les courbes de résistance correspondent-elles? Cliquez glisser les courbes dans les diagrammes correspondants, puis confirmez avec OK. Vous avez vu juste. La valeur d'une thermistance NTC diminue lorsque la température augmente. Le comportement des thermistances PTC est exactement inverse. La valeur de la résistance augmente avec la température. Dans un véhicule moderne, la mesure de l'intensité lumineuse concerne toute une série de processus de régulation et de commandes. Pour évaluer l'intensité lumineuse, on utilise des capteurs sensibles à la lumière comme des photodiodes, des phototransistors ou des cellules photoélectriques. Dans un véhicule, on emploie des capteurs photométriques pour des systèmes tels que l'allumage automatique des feux de croisement ou le réglage automatique de la luminosité du combiné d'instruments. Voici comment fonctionne une photodiode. Cet exemple se base sur un capteur solaire de camion. Une photodiode se compose de 2 couches de semi-conducteurs sur lesquelles est appliquée une tension de blocage. La tension de blocage a pour fonction de limiter le passage de courant dans la diode. Des électrons sont libérés dès que la lumière insole le matériau semi-conducteur. Le courant augmente beaucoup lorsque l'intensité lumineuse est plus forte. C'est ce qui permet au calculateur du climatiseur automatique de déterminer l'échauffement de la cabine sous l'incidence des rayons solaires. Ensemble, une source lumineuse, par exemple une diode électroluminescente, un obturateur et un capteur photosensible constituent ce que l'on appelle un barrage photoélectrique. Ils sont sensibles au rayonnement infrarouge, une lumière à la fois invisible par l'œil humain et peu sensible aux variations de luminosité de la lumière naturelle. Les barrages photoélectriques sont également capables d'identifier la présence de salissures ou d'eau, comme dans le cas du capteur de pluie.
Le capteur de pluie se compose d'un boîtier qui abrite plusieurs émetteurs et récepteurs optiques et qui est monté sur la face intérieure du pare-brise. Les diodes électroluminescentes émettent un faisceau infrarouge qui est réfléchi par la surface extérieure du pare-brise. Si le pare-brise est sec et propre, le faisceau est réfléchi sur la diode réceptrice correspondante avec une perte d'intensité pratiquement nulle. Que se passe-t-il quand il pleut? Pour le découvrir, cliquez sur le nuage. La présence d'eau sur le pare-brise empêche la réflexion totale du faisceau lumineux. La photodiode réceptrice ne reçoit donc qu'une partie du faisceau émis par la diode électroluminescente. Le système d'évaluation électronique transmet la quantité de pluie mesurée au calculateur qui peut alors piloter la fréquence de balayage des essuie-glaces. Pourquoi le faisceau du capteur de pluie est-il invisible à l'extérieur? Cochez la bonne réponse puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent. Le faisceau émis par le capteur de pluie est invisible à l'extérieur du véhicule car la diode électroluminescente émet un rayon infrarouge qui n'est pas visible par l'œil humain. En acoustique, il s'agit d'ondes de pression qui se dispersent par exemple dans l'air ou dans des matières solides comme le métal. Pour les mesurer, on utilise des capteurs acoustiques. Le capteur de cliquetis qui mesure les bruits de la combustion dans le moteur en est un exemple. Vous pouvez voir ici le principe de fonctionnement détaillé du capteur de cliquetis. Le capteur de cliquetis est vissé sur le bloc cylindre. L'élément capteur à proprement parler est une céramique piézoélectrique en forme d'anneau sur laquelle est placé un élément de masse de même forme. Les vibrations acoustiques sont transmises à l'élément de masse via le bloc cylindre. Du fait de son inertie, l'élément de masse transmet à son tour les vibrations converties en force de pression à l'élément piézoélectrique. Ces forces déclenchent des signaux électriques à tension alternative dans l'élément piézoélectrique qui vont alimenter les disques de contact et sont traités par le calculateur. On utilise également des capteurs pour mesurer les ultrasons. Les capteurs à ultrasons du système d'aide au stationnement ou Parktronic ont à la fois une fonction de capteur et d'actionneur. Cela veut dire qu'ils peuvent aussi bien recevoir des signaux qu'en émettre. Voyons de plus près comment fonctionne un tel système. Selon les modèles, 6 capteurs à ultrasons maximum sont intégrés dans le pare-choc avant et 4 capteurs maximum dans le pare-choc arrière. Cliquez sur le capteur à ultrasons représenté en gros plan sur cette illustration pour voir le fonctionnement type d'un capteur. Le capteur est commandé par le calculateur. Il émet des signaux ultrasoniques à l'aide d'une plaque en céramique piézoélectrique. Les ondes acoustiques sont réfléchies par les obstacles qu'elles rencontrent. Pendant la pause d'émission, la plaque en céramique piézoélectrique reçoit l'écho. Le calculateur détermine la distance de l'obstacle à partir de l'intervalle séparant les signaux et transmet cette donnée au module d'affichage situé dans l'habitacle du véhicule. Des cristaux ou des céramiques piézoélectriques sont nécessaires au fonctionnement des capteurs acoustiques. Voici une liste de capteurs. Quels sont ceux qui sont également dotés de composants piézoélectriques? Cochez les bonnes réponses puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent.
Certains capteurs de cliquetis et de vitesse de rotation sont également munis d'éléments capteurs piézoélectriques. Ces deux types de capteurs mesurent des accélérations qui exercent des contraintes sur les éléments piézoélectriques. La tension piézoélectrique qui en résulte sert de référence au calculateur pour la grandeur à mesurer. Les capteurs de mesure du niveau et de la composition des substances mesurent des grandeurs telles que la masse, la concentration ou la densité d'une substance. Exemple, le débitmètre d'air massique à film chaud qui mesure le débit d'air massique admis par le moteur. Ce capteur est intercalé entre le filtre à air et le papillon des gaz. L'élément capteur est une petite plaque en céramique recouverte de diverses résistances. L'une d'elles est une résistance chauffante en platine qui est exposée au flux d'air d'admission et refroidie par lui. Elle est jouxtée par une résistance thermosensible qui mesure la température de la résistance chauffante. L'électronique du capteur ajuste la température de la résistance chauffante grâce à une tension variable. En cas de variation du débit d'air massique, la déperdition de chaleur de la résistance du fait du débit d'air qui la refroidit varie elle aussi. Le système électronique détecte l'écart de température et réajuste la tension d'alimentation de la résistance chauffante jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa température de référence. Cette tension d'ajustage est considérée par la gestion moteur comme la grandeur de référence de la masse d'air admise. Le capteur d'huile constitue un autre exemple de mesure de la composition de substances. Ce capteur mesure notamment la teneur en eau de l'huile moteur. Vous pouvez en voir ici le principe de fonctionnement détaillé. Deux électrodes sont immergées dans l'huile moteur. Ces électrodes sont les armatures du condensateur et l'huile moteur en est le diélectrique. Le condensateur est intégré dans un circuit oscillant électrique du système d'évaluation électronique. Lorsque le moteur est en marche, d'infimes quantités de vapeur d'eau sont absorbées par l'huile moteur, ce qui dégrade progressivement l'efficacité de la lubrification. Mais l'eau présente dans l'huile moteur modifie également la constante diélectrique de l'huile. Le circuit oscillant du système d'évaluation électronique détecte la variation de capacité et envoie un signal à modulation de largeur d'impulsion à la gestion moteur qui peut alors calculer les intervalles de vidange. Dans le système de freinage pneumatique d'un camion, le capteur d'eau de condensation fonctionne selon le même principe. Autre grandeur importante dans le domaine automobile, la mesure de la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement par les sondes O2. Le système d'échappement du véhicule conditionne le nombre de sondes O2. Il varie de 1 à plusieurs. Voici le schéma de fonctionnement simplifié d'une sonde O2. Comme vous pouvez le voir, elle se compose de deux électrodes séparées par une couche de céramique. L'électrode extérieure est placée dans le flux des gaz d'échappement. L'électrode intérieure est en contact avec l'air ambiant. Lorsque les gaz d'échappement contiennent peu d'oxygène, comme c'est le cas avec un mélange riche, l'écart de concentration en oxygène entre les deux électrodes est très important. La cellule produit alors une tension de presque 1 volt. A contrario, lorsque le mélange est pauvre, la teneur en oxygène des gaz d'échappement est élevée et l'oxygène mesuré dans l'échappement et à l'extérieur est pratiquement à l'équilibre. La tension de la sonde est donc faible. On retrouve un fonctionnement identique sur le capteur NOx mesurant les oxydes d'azote émis par un moteur essence à injection directe ou sur le capteur de smog intégré dans le capteur multifonction du climatiseur. Vous trouverez une présentation complète des sondes O2 et des capteurs NOx dans le CBT intitulé « Moteur essence à injection directe ». Quelle grandeur le capteur d'huile mesure-t-il pour évaluer la qualité de l'huile? Cochez la bonne réponse, puis confirmez en cliquant sur OK. Votre réponse est juste. L'eau agit sur la constante diélectrique de l'huile moteur. La teneur en eau est donc mesurée par un capteur capacitif et la grandeur mesurée indique directement la qualité de l'huile.
Revoyons ensemble le contenu de ce chapitre. Une partie des capteurs utilisés dans un véhicule automobile vous a été présentée pour chacune des principales grandeurs physiques. Nous avons donc étudié les capteurs de position mesurant un déplacement ou un angle, les capteurs mesurant la force et la pression, les capteurs d'accélération, les capteurs de température, les capteurs mesurant la lumière, les capteurs acoustiques et enfin les capteurs de mesure du niveau ou de la composition de substances. Vous voici maintenant dans la partie test de ce didacticiel. Vous pouvez soit sélectionner directement une question précise, soit cliquer sur « Continuer » pour passer à la question suivante n'ayant pas encore été traitée.